Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on est à notre 29e live psycho pour le cruise, donc j'espère que petit à petit vous allez vous connecter. Je vais profiter de ces premières minutes pour vous rappeler que les consultations du cruise sont toujours en place. Donc si vous avez des difficultés, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin tout simplement d'échanger ou de faire un point sur votre situation au niveau psychologique, je suis toujours là, donc même cet été, pour répondre à vos demandes par le biais de mes rendez-vous étudiants. Voilà, donc on va prendre un petit peu le temps de parler ce soir d'une autre thématique, mais ça me semblait important de le rappeler. Voilà, le Crous maintient pendant l'été les consultations, donc en téléconsultation par WhatsApp si vous avez besoin. Voilà, donc on va commencer bientôt, on va parler des biais cognitifs ce soir, donc ça n'a absolument aucun rapport avec l'annonce que j'ai faite juste avant. Mais voilà, je vais prendre le temps juste de mettre en place, comme d'habitude, le deuxième écran pour suivre vos commentaires. Alors, hop. Alors, a priori, ça diffuse. Est-ce qu'il y a du son? Par WhatsApp si vous avez besoin. On a du son, on a de l'image, donc tout va bien. Voilà, on va attendre que les gens se connectent petit à petit. Voilà, j'ai préparé une petite présentation pour vous, pour ce soir, donc pour vous parler des biais cognitifs. Bonsoir Émilie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. Donc comme je disais, j'ai préparé un petit check de ce que j'avais à vous dire ce soir, parce que les biais cognitifs, vous allez voir, il en existe énormément. Et du coup, je ne vais pas forcément tous vous les présenter, surtout que selon les approches théoriques, du coup, ils ne parlent pas forcément des mêmes. Et voilà, donc des biais cognitifs, on pourrait toujours en trouver d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler vraiment de ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas avoir une perception objective de la réalité, en tout cas pas non plus une pensée rationnelle. On est incapable aujourd'hui, si on est un être humain, de vraiment rationaliser à 100% ses choix, ses décisions, ses comportements. Et tout ça parce que notre cerveau, en fait, biaise notre perception de la réalité et biaise notre choix ou notre perception des choix. On en a déjà parlé, mais ce soir, je voulais vraiment mettre un peu à plat ce que j'ai appelé pendant les lives précédents les biais cognitifs. On va parler vraiment des biais cognitifs. Alors il y a Émilie qui me dit oui ça va, j'espère que toi aussi, merci. Et ben moi je vais très bien. Je vais très très bien en ce moment, je suis vraiment comme d'habitude ravie d'être avec vous tous les mercredis et tous les jeudis. Et voilà, j'espère qu'on va avoir d'autres personnes qui vont nous rejoindre. A priori on est 3 pour l'instant, donc au top. Voilà, petit à petit ils vont venir, il y a toujours un petit décalage, j'ai commencé un petit peu en retard ce soir, mais on va laisser le temps aux autres d'arriver. J'espère que le fait que ça soit sur mon écran cette fois-ci et pas sur une feuille, ça vous dérangera pas. Je vais être sans arrêt comme ça va être peut-être un peu moins pratique. Peut-être que je rectifierai pour les prochaines fois, mais vraiment j'étais incapable de tout retenir de tête et de tout noter sur une feuille, ça aurait été trop compact. Bref, ça c'est mes petits détails techniques, hein. En fait, je parle histoire de faire passer le temps que les autres arrivent. Ok, Émilie, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au live précédent? Est-ce que tu as des questions? Voilà, n'hésite pas, vu que voilà, on est toutes les deux. Donc n'hésite pas si tu as des questions un peu plus, pas forcément personnelles, mais un peu plus, voilà, des trucs qui te titillent, qui te taraudent, n'hésite pas à poser des questions. Voilà, voilà. On va attendre encore une fois que les autres se connectent, ça devrait pas être long. Alors si vous voyez passer des trucs de temps en temps, ce sont des moustiques. J'ai une attaque de moustiques ce soir. Je sais pas, ça doit être le début de l'été. Je sais pas, ils sont très en forme. Alors je vais essayer de pas leur faire mal, mais je vais pas me laisser piquer non plus. Donc ok. Donc Émilie, est-ce que tu as des questions? Pas forcément. N'hésite pas, hein, franchement, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, mais faut pas hésiter à m'interrompre, il faut pas hésiter à poser des questions. Voilà, si je peux y répondre, j'y réponds. Si je peux pas y répondre, j'y répondrai pas, clairement. Est-ce que toi, Émilie, le côté biais cognitif, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà étudié dans ton parcours? Ou est-ce que ça fait partie des choses que tu vas découvrir ce soir?
outre le fait que j'en ai beaucoup parlé dans les précédents lives. Alors attends, petit truc sur mon écran qui me gêne. Si t'as pas de questions, c'est ok aussi, hein, Émilie. Encore une fois, on est peu nombreux. Alors, je ne sais pas qui est l'autre personne. Parce qu'il y a marqué qu'on est 3. Donc, a priori, il y a Émilie, moi. Et qui est la troisième personne? Personne mystère. Ok, personne mystère, si tu veux te révéler à nous, tu es le ou la bienvenue pour pouvoir échanger avec nous. Ok, on va commencer si ça vous va. Donc, puis les autres, bah, si les autres arrivent, bah, ils seront les bienvenus à leur moment. Donc les biais cognitifs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup évoqué dans les lives précédents. On les a évoqués. Alors, attendez, Émilie vient de me répondre. Mais ça m'a fait rire parce que j'ai mis que je regardais tes lives dans mon CV parce que la psychologie était importante pour un poste en apprentissage. Mais c'est super ça! Bon, ça fait un peu comme si les lives qu'on faisait ici étaient mondialement et internationalement connus. Mais effectivement, tout ce que je te dis là, ça peut être intéressant selon la branche dans laquelle tu postules. Ça peut toujours être intéressant de dire que tu t'intéresses. Voilà, ça a la même valeur. Désolée, il y a des moustiques. Ça a la même valeur finalement que... peut-être pas qu'un apprentissage ou que des études de psycho, hein. On n'est pas vraiment sur le même niveau. Moi, je vulgarise beaucoup ici, j'essaie de simplifier les choses. Mais effectivement, ce sont des notions que tu vas avoir et qui peuvent être intéressantes selon les postes que tu veux obtenir. Par exemple, si tu es dans des recherches de postes dans l'éducation, si tu es dans des recherches de postes par rapport au, enfin, je sais pas, à l'apprentissage ou par rapport là, il y a plein de domaines finalement où ça peut être hyper intéressant. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu me dises pour quel poste tu postulais et voir un petit peu bah, du coup en quoi ça a été intéressant pour toi. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Ok, mais en tout cas, je suis ravie que ça t'ait été utile et que tu ressentes que tu en apprends suffisamment pour pouvoir le valoriser et que tu valorises ça, c'est une très bonne stratégie. Bravo. Donc, pour les biais cognitifs, donc comme je vous disais, on en a parlé quand on a parlé de la mémoire, on en a parlé quand on a parlé du fait de faire des choix, du fait d'avoir des croyances, parce que nos croyances font partie des choses qui peuvent justement entraîner des biais cognitifs. Donc, ce soir, on va vraiment mettre à plat cette notion de biais cognitif. Donc, voilà. Encore une fois, on va faire des découvertes. Vous allez vous rendre compte assez rapidement qu'en fait, c'est impossible de penser, encore une fois, de manière totalement rationnelle, de pouvoir prendre une décision sans être influencé. Et voilà, il y a une quantité de choses comme ça où on aurait tendance à dire qu'on est libre de choisir notre vie et qu'on est totalement autonome sur la totalité de nos gestes et de nos comportements et que on a l'impression que quand on décide vraiment. Non, non, non. Votre cerveau a déjà décidé pour vous. On en a déjà parlé quand on parlait des choix. Mais clairement, on est totalement influencé et emprunt. Et heureusement que votre cerveau n'est pas obligé à chaque fois de traiter toutes les nouvelles situations, tous les choix, toutes les sessions de votre vie comme étant une information nouvelle sans faire référence à des choses qu'il connaît déjà ou sans avoir recours à ces biais cognitifs. Encore une fois, on parle de biais, alors c'est un petit peu connoté. Quand on parle de biais cognitifs, on a l'impression que finalement c'est biaisé, ça marche pas, ou c'est biaisé, c'est de la triche, ou voilà. Derrière le côté biais, il y a quand même une connotation, mais à la base, c'est vraiment de se dire, ok, le biais, c'est un raccourci en fait. Plutôt que de faire tout le tour, il va aller en raccourci, il va aller en biais, et du coup, quand on parle de biais cognitif, c'est un raccourci. Donc je veux vraiment que vous ayez cette notion-là que finalement, les biais cognitifs, même si ils biaisent notre perception de la réalité par défaut, et bien en fait ils nous permettent de réagir beaucoup plus vite. Et heureusement, c'est une histoire de survie parfois. Heureusement qu'encore une fois, qu'on passe pas 2 heures à réfléchir, à traiter l'information comme si elle était nouvelle, quoi. Donc les premiers qui parlent de biais cognitifs, je regarde là pour avoir les informations qui sont sur mon autre ordinateur. C'est vraiment Daniel Kahneman et Amos Tversky. Désolée, j'ai toujours du mal à le dire. Donc ça date des années 70. Et eux, ils ont vraiment étudié ça, plutôt sur un côté économique. Voilà, et ils ont étudié en fait comment les gens choisissaient d'avoir tel ou tel comportement économique. Donc des biais cognitifs, comme je vous ai dit, il y en a énormément. Il y a énormément de littérature sur les biais cognitifs et il y a énormément de biais qui ont été révélés. Il y a même un biais Ikea, figurez-vous. Donc je vais vous parler tout à l'heure du biais Ikea, non pas parce qu'il est extraordinaire,
mais parce que c'est là où on se rend compte que c'est en évolution et qu'on peut toujours trouver des biais nouveaux, des manières différentes de pouvoir imaginer ces fameux raccourcis. Quand je vous parle de raccourcis, si vous avez suivi mes précédents lives qui étaient sur la mémoire et l'apprentissage, ça doit de suite vous faire penser justement aux réseaux neuronaux et au fait que le cerveau a comme outil de facilitation des choses, de pouvoir créer des sillons entre des notions. Et bien, un biais cognitif, c'est un peu comme un raccourci dans les sillons, de manière à ce que le chemin neuronal fasse pas tout le tour, mais qu'il puisse aller directement à la notion qui est plus facile. Alors, je vous le schématise parce que c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans le cerveau, mais ayez un peu cette idée-là. Alors, en fait, c'est dans la maison d'édition qui publie les livres de psychologie. Ah bah ouais, alors là, tu devais être au top, Émilie, dans une maison d'édition de livres de psychologie. D'ailleurs, si t'en as en trop, n'hésite pas. Moi, j'adore les livres de psycho, donc n'hésite pas. Mais en tout cas, tu vas te régaler si tu es dans une maison d'édition de psycho. Quelle est la différence avec l'organisation de la pensée, tu nous demandes, Émilie? Eh bien, en fait, ça parle de l'organisation de la pensée, quelque part. Ça va rejoindre un petit peu, justement, de comment la pensée pense, puisque tu vas voir que selon les personnes, on va avoir une organisation un peu particulière, mais les biais cognitifs, vraiment, on peut les retrouver quasiment chez tout le monde, en fait. Les biais cognitifs, ce sont justement les raccourcis, et c'est pas forcément comment chaque pensée est configurée, mais ce sont les raccourcis. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, tu vas voir qu'on va retrouver des choses qui vont recouper des notions qu'on a déjà vues, mais aussi des notions un petit peu nouvelles qui font plus appel à la psychologie cognitive. Et voilà. Et on va parler un petit peu de marketing si vous voulez. Enfin bref, parce que finalement, c'est un des endroits où on utilise beaucoup en ce moment les biais cognitifs pour justement amener les consommateurs, amener les clients, les prospects potentiels à aller vers de l'achat ou même les politiques utilisent beaucoup cette technique, ces biais cognitifs pour pouvoir manipuler le discours, pour pouvoir amener les gens à penser quelque chose ou amener les gens à... Voilà. Donc c'est pour ça, quand on a parlé de manipulation, quelque part, on avait déjà des petites notions de biais cognitifs, mais encore une fois, c'est amené différemment, c'est un autre paradigme. C'est vraiment le paradigme de la psychologie cognitive. Et ça va être un peu différent, mais vous allez y retrouver vos petits au final. Alors, Yvonne nous dit « Salut, j'ai pas pu être là jeudi dernier, mais je suis contente d'être là aujourd'hui. » Eh bien écoute, Yvonne, tu es la bienvenue. Comme je disais tout à l'heure, si vous voyez des trucs voler autour, ou si vous voyez me faire ça de temps en temps, c'est parce qu'il y a des moustiques. Donc voilà, j'ai un espèce de réflexe de survie de temps en temps. Donc comme je vous disais, l'utilisation, c'est surtout marketing. On l'utilise aussi beaucoup dans la magie. Par exemple, dans la magie utilise clairement les biais cognitifs pour pouvoir créer des illusions. Les illusions sont une façon d'utiliser les biais cognitifs. Ça ne repose quasiment que sur ça. Dès qu'on est dans du tour de passe-passe, dès qu'on est dans de la grande illusion, dès qu'on est sur... On est clairement dans l'utilisation des biais cognitifs. Dans l'art, il y a énormément aussi de biais cognitifs qui sont utilisés, notamment dans les perspectives, notamment, il y a énormément de peintres qui ont joué justement sur cette notion de biais cognitif. Je ne sais pas si vous avez en tête l'escalier sans fin. Alors je ne sais jamais qui l'a peint, qui l'a dessiné, je pense que c'est un dessin d'ailleurs. Mais en tout cas, l'escalier sans fin où on a l'impression que en fait, c'est un escalier, ça brouille la logique en fait, ça défie toutes les lois de la logique. Et ça fait appel aussi à vos biais cognitifs. C'est vos biais cognitifs qui vous permettent de percevoir les choses de cette manière-là, comme l'éléphant à 5 pattes. Vous voyez, il y a un certain nombre de représentations que l'on peut avoir et qui font appel à nos biais cognitifs, ou en tout cas qui révèlent nos biais cognitifs. Alors là, aujourd'hui, ce soir, je ne pouvais pas vous montrer toutes les images dont je vous parle là, mais ce sont des images très connues, et du coup, vous les avez probablement déjà vues, en fait, par rapport à ça. Désolée, il y a des moustiques, c'est terrible. Alors, comme je vous disais, donc, après pour le reste, j'aurais plus besoin
de mon PowerPoint de cette manière-là. Donc comme je vous disais, le biais cognitif, ça a une utilité, c'est gagner en rapidité dans le traitement de l'information. Et donc forcément, en favorisant la rapidité du traitement de l'information, eh bien, on perd en profondeur de traitement de l'information, c'est-à-dire qu'on perd vraiment en qualité du traitement de l'information. C'est pour ça que au plus on utilise les biais cognitifs, au moins on a une perception fine et un traitement fin et juste de l'information. Et voilà, c'est vraiment une balance entre le traitement rapide et le traitement en profondeur. On ne peut pas être sur les deux niveaux en même temps. Et il y a vraiment une balance à faire. Et les biais cognitifs servent justement à gagner en rapidité. Pas forcément en pertinence, mais en rapidité. Et donc c'est vraiment un outil qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Ok, donc il y a Patty qui est là, il y a Audrey qui est là, donc bienvenue les filles, bienvenue dans ce live. On parle des biais cognitifs ce soir, donc Patty, peut-être que ça va te parler, je pense. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est vraiment de vous parler de certains biais cognitifs, mais pas forcément de tous. Il y a vraiment, encore une fois, un certain nombre de biais cognitifs qui ont été décrits, qui ont été révélés, qui ont été imaginés aussi, parce que finalement, imaginer un biais cognitif, voilà, c'est hyper théorique, voilà, il y a des biais cognitifs qui ont été très étudiés, comme l'effet Stroop dont on va parler après, mais il y a aussi des biais cognitifs qui sont des perceptions. En fait, on perçoit que l'information est traitée de manière assez rapide, comme le biais, l'effet IKEA, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, c'est pas idéal aujourd'hui, hein, le fait de passer d'un écran à un autre. La prochaine fois, je repasserai avec mon papier juste en bas, ça sera beaucoup mieux. Donc, excusez-moi pour le dérangement que ça peut créer. Donc, il y a plusieurs nomenclatures de ces biais. Il y a une première catégorisation de ces biais qui repose sur 4 indicateurs. Justement, c'est justement le besoin d'agir vite, donc la rapidité, c'est-à-dire qu'au plus vous êtes dans une situation où vous devez agir super rapidement, soit parce qu'il y a un niveau d'urgence ou de menace, ou voilà, peu de temps, des choses comme ça. Donc à ce moment-là, les biais cognitifs ont vraiment tout leur potentiel, parce que du coup, ils vont permettre d'aller très très vite dans la mise en place d'un comportement. Il y a aussi le fait, des fois, que des fois, il n'y a pas assez d'informations. Vous êtes dans un événement, ou vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous manquez d'informations. Ça fait référence à peu de choses que vous connaissez. Et du coup, votre cerveau va avoir un certain nombre de biais cognitifs pour compléter, combler, rendre logique pour votre perception et pour votre raisonnement ce qu'il ne perçoit pas. C'est ce qui se passe, notamment, je vous parlais des illusions d'optique, et c'est ce qui se passe avec le fameux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, où on voit un poteau comme ça, au milieu, et puis on voit finalement un bout de barre qui dépasse par là, un bout de barre qui dépasse de l'autre côté, et votre cerveau, en fait, il ne sait pas ce qui se passe derrière le gros poteau, puisqu'il ne le perçoit pas, mais il va imaginer que c'est la même barre, en fait, parce que c'est dans l'alignement, et une fois qu'on enlève le poteau, en fait, on se rend compte que c'est deux barres qui étaient vraiment séparées, et ça crée un effet un peu particulier, parce qu'en fait, notre cerveau nous a bernés. Il est allé créer de la matière et de l'illusion de matière là où il n'y en avait pas. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas assez d'informations dans une situation, le cerveau, naturellement, parce qu'il a besoin de mettre du sens dans les choses pour pouvoir les penser et pour pouvoir créer une stratégie par rapport à ces choses-là, eh bien, il a tendance à combler l'information. Là, je vous parlais au niveau cognitif de la barre et des deux barres et du poteau, mais c'est exactement ce qui se passe dans les principes de jalousie. Clairement, dans la jalousie, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on n'a pas toutes les informations de ce que l'autre fait en notre absence. Donc, il est derrière le poteau, ça revient même. Et du coup, on va imaginer, on va commencer à cogiter pour mettre du sens sur ce qu'il aurait pu se passer. Voilà, donc c'est exactement ça. Vous voyez que les biais cognitifs, autant on peut les voir en psychologie cognitive, autant ça a du sens aussi dans vos vies, en fait. Donc, tous les biais qui sont en lien avec le fait qu'il n'y ait pas assez de sens, ça a vraiment, le but, c'est de combler le vide, en fait. De combler le vide avec de l'information, de manière à rendre ça logique. Et on verra que du coup, c'est relié à d'autres biais, parce qu'on ne met pas n'importe quelle information pour combler le vide. Notamment dans la jalousie, vous vous rendez bien compte que c'est pas n'importe quelle histoire qu'on se raconte
sur qu'est-ce qui se passe en dehors de notre présence. Donc il y a d'autres biais qui interviennent, mais vous voyez bien que c'est dans le champ du manque d'information. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge à force de toujours parler. Donc il y a aussi un biais qui vient aussi quand il y a trop d'informations. Par exemple, là, je vais vous donner un certain nombre d'informations, et encore heureux, je ne vais pas vous présenter les 72 biais cognitifs que j'ai sous le coude, parce que sinon ça ferait beaucoup. Mais en tout cas, il y a tellement d'informations que pour pouvoir traiter l'information, forcément, votre cerveau va prendre des raccourcis et va traiter l'information d'une certaine manière en utilisant des biais cognitifs pour permettre à toute cette information d'être traitée de manière économique pour votre cerveau, c'est-à-dire qu'il va prioriser certaines choses, il va oublier d'autres choses, il va organiser l'information d'une manière qui soit cohérente pour pouvoir l'intégrer plus facilement, donc il va tordre l'information, la masse d'informations, de manière à ce que ce soit beaucoup plus digestible, c'est-à-dire digérable, que vous soyez en capacité de pouvoir vous l'approprier. Et c'est exactement ce qui se passe quand, par exemple, vous êtes dans un magasin de chaussures, il y a énormément de chaussures, et pour pas être attiré par toutes les chaussures, vous allez catégoriser, là c'est les chaussures pour hommes, là c'est les chaussures pour femmes, là c'est les chaussures pour enfants, et en fait du coup vous n'avez plus que 3 informations. Et après, selon ce que vous voulez faire, vous pouvez circuler en fonction de ces 3 informations, puis après repasser sur un autre type de catégorisation. Donc la catégorisation, ça fait partie des mécanismes, pas des biais, mais des mécanismes psychologiques et cognitifs qui vous permettent d'organiser votre information. Et comment ça va être catégorisé? Là, on va avoir des biais qui vont permettre la catégorisation, par exemple. Donc, on a parlé dans les 4 grands mécanismes liés avec le traitement de l'information et les biais cognitifs. Donc, les biais qui sont reliés au fait qu'il n'y a pas assez de sens, les biais qui sont reliés au fait qu'il y a trop de sens, il y a trop d'informations, les biais qui sont reliés au fait du besoin d'agir vite. Et, souvenez-vous, la dernière fois, on a parlé de la mémoire. Bien évidemment, il va y avoir aussi des biais qui vont permettre de sélectionner ou de traiter l'information pour répondre à une question, de quoi est-ce qu'on a besoin de se souvenir. Et bien évidemment, là aussi, il y a des biais. Souvenez-vous, quand on a parlé de la mémoire, on a parlé du fait que finalement, on ne se souvient pas de tout ce qu'on voudrait, de tout ce dont on voudrait se souvenir. Et des fois, on se souvient de choses dont on ne voudrait pas se souvenir, mais que notre cerveau a jugé beaucoup plus important de pouvoir se souvenir. Je pense à toi notamment, Patty. Des biais cognitifs, ce serait comme des raccourcis du raisonnement. Alors, pas forcément que du raisonnement. On va voir que les biais cognitifs, ils peuvent se mettre sur plusieurs catégories de fonctionnement du cerveau. Le raisonnement en fait partie, mais c'est pas seulement le raisonnement. Donc, je vais vous le dire maintenant, comme ça sera fait pour répondre à ta question, Yvonne. Donc, les biais cognitifs, ils interviennent dans Alors, attends. Ils interviennent déjà dans tout ce qui est les biais sensorimoteurs, c'est-à-dire les biais de perception, principalement. Et donc, là, on va voir clairement tout ce qui est illusion. Illusion d'optique, illusion sonore. Vous avez l'impression d'avoir entendu quelqu'un que vous connaissiez. Voilà, vous avez eu l'impression d'entendre votre réveil sonner, alors que pas du tout. Vous voyez, là, on est dans les illusions qui sont liées à vos sens, à votre sensorialité, et donc on est dans une première catégorie de biais. Deuxième catégorie de biais, c'est les biais attentionnels. Qu'est-ce qui fait que votre attention va être attirée par un objet ou par un autre objet? Hop, désolé. Par un objet ou par un autre objet, par un thème ou par un autre. Donc ça va être les biais, par exemple, attentionnels. Ensuite, on va avoir les biais mnésiques, ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir comment sélectionner l'information. Donc il y a des biais qui sont intéressants là. Donc là, je vais vous les donner pour justement que vous compreniez pourquoi des fois on essaye de retenir un certain nombre de choses et qu'on en retient certains et pas d'autres. Donc il y a plusieurs effets qui ont été beaucoup étudiés en psychologie cognitive notamment, et en neuro aussi, en neuropsycho. Donc c'est l'effet de récence. On se souvient généralement de ce qui est le plus récent. Par exemple, si vous apprenez toute une liste de mots, vous allez avoir tendance à vous souvenir plus facilement du dernier mot de cette liste. Donc ça, c'est l'effet de récence.
Ça, c'est vraiment un phénomène très intéressant. Deuxième effet qui est intéressant, c'est l'effet de primauté. C'est-à-dire qu'on n'oublie jamais sa première fois. Et bien en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le premier arrivé, premier mémorisé. C'est-à-dire qu'en général, dans toute une liste de mots, vous vous souvenez généralement du premier ou des premiers, ça dépend. Et puis, vous vous souvenez généralement du dernier parce que c'est le plus récent. Donc, vous allez le rattraper au vol avant qu'il soit vidé de votre mémoire. Donc, il y a vraiment les premiers et les derniers qui vont être plus mémorisés. Après, il y a dans les biais mnésiques, il y a l'effet de simple exposition. C'est-à-dire que si vous avez déjà perçu un objet, par exemple, et que vous êtes sans pour autant que vous ayez fait quoi que ce soit d'autre avec cet objet, mais juste il était dans votre champ de vision à un moment donné, quand vous allez vous retrouver en présence de plein d'objets et qu'on vous demande d'en sélectionner un, vous allez avoir tendance à prendre l'objet que vous avez vu, en fait, sans même avoir mémorisé que vous l'aviez vu, en fait. Il y a une expérience avec des chips qui a été faite sur ça, ou, enfin bref, je vous raconterai ça une autre fois, mais en tout cas, vous voyez que finalement, le fait d'avoir été exposé à quelque chose, ça nous permet de mieux le retenir, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit, du coup ça lui donne plus d'importance, et il est perçu comme plus positif, au final, que le reste. Si par exemple vous retrouvez dans, je sais pas, vous retrouvez dans une foule avec plein de gens que vous connaissez pas, si vous croisez une personne que vous avez vue une fois en cours ou peu importe, et bien cette personne-là va vous paraître plus positive parce qu'en fait elle est déjà connue, donc elle semble plus rassurante. Vous voyez, une histoire de déjà vu en fait. Et le dernier biais qui est au niveau de la mémoire, il y en a plein d'autres, mais en tout cas ceux que je vais vous présenter, non, je vais vous en présenter que 3. Le dernier, c'est pas la peine. Ok, donc pour l'instant, on a les biais sensoriels, donc par rapport à quelles sont les informations qu'on va percevoir, les autres informations qu'on va pas percevoir. Les biais mnésiques, les biais attentionnels. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je vais garder les plus croustillants pour la fin. Tap, 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 tap. Ouais, on va attaquer cela. Il y a un gros champ en fait des biais qui ont été étudiés, bien évidemment, c'est les biais de jugement. Pourquoi ils ont été énormément étudiés? Parce qu'en fait, ils touchent énormément des domaines dans lesquels on met de l'argent pour aller étudier les choses, à savoir le marketing. Parce que si vous jugez qu'un produit est bon, vous allez l'acheter. Ou si vous jugez que c'est intéressant, vous allez l'acheter. Si vous jugez que c'est pas cher par rapport à la valeur des choses, du coup vous allez l'acheter. Donc bien évidemment, il y a énormément d'études qui ont été faites sur ces biais-là de jugement des choses. Puis c'est aussi utilisé dans la justice aussi. Donc il y a énormément d'études qui sont sur ces biais-là, et du coup ils en ont j'ai l'impression qu'ils en trouvent tout le temps en fait des nouveaux biais. L'effet Ikea est dans... Ah oui, comme ça je vous le dis. L'effet Ikea, en fait, c'est un biais qui dit que finalement, quand vous l'avez fait vous-même, ça a une plus grande valeur que quand vous l'avez acheté déjà tout fait. Pensez à la dernière fois que vous avez monté une étagère Ikea. Il y a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que vous l'avez fait vous-même, du coup, je l'ai fait moi-même quand même. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi comme meuble. Oui, ça reste du Ikea quand même. Donc, ça, c'est un des premiers biais de jugement. Donc là, je rentre vraiment dans la grande catégorie des biais du jugement. C'est-à-dire ce qui nous permet de juger que quelque chose est bien ou que quelque chose n'est pas bien. Donc il y avait l'effet Ikea, l'effet Stroop. Je vous en ai parlé hyper rapidement tout à l'heure. L'effet Stroop, c'est ce qui fait que à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire abstraction d'un élément qui n'est pas pertinent. C'est-à-dire l'expérience du Stroop qui est vraiment la plus étudiée et que vous avez peut-être passé si vous avez fait des études de psycho ou si vous avez traîné avec des étudiants en psycho et qui est très facile à faire. Vous prenez une feuille, vous prenez des feutres et vous vous amusez à écrire le nom de couleur, mais d'une autre couleur que le nom qu'il désigne. Par exemple, si vous écrivez rouge, vert, bleu, et rouge, vous allez l'écrire en bleu, vert, vous allez l'écrire en rouge. Enfin bref, vous voyez, il faut vraiment mélanger les dimensions. Et en fait, la consigne est super simple. Vous demandez juste aux gens de lire les mots. Et en fait, les personnes, la plupart du temps, à cause de cet effet Stroop,
sont incapables de lire, en fait, sans se tromper, les mots qui sont écrits indépendamment de la couleur qu'ils décrivent. Enfin, la couleur dans laquelle ils sont écrits. Pardon. Ça, c'est vraiment un effet qui, moi-même, quand j'avais fait en études de psycho, donc ça faisait partie des devoirs qu'on avait à faire, on devait faire passer cette expérience à un certain nombre de gens, et ça m'a toujours fascinée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourtant, nous sommes des êtres intelligents, nous sommes capables de lire, nous sommes capables de nommer une couleur, et pour autant, nous n'arrivons pas à faire cette double tâche de lire un mot et de faire abstraction de la couleur dans laquelle ce mot est écrit. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, que vous pouvez mettre en place super rapidement avec vos amis. C'est hyper simple, ça casse pas trois pattes à un canard, mais en même temps, je trouve ça hyper bluffant de se dire « Waouh, mon cerveau, il est capable de faire les deux », mais quand je lui demande de faire les deux en même temps, il bug, en fait. Il n'arrive pas à prioriser les tâches ou à ignorer une des deux tâches qui fait spontanément en fait. Parce que de la reconnaissance de la couleur, on le fait spontanément. On le fait vraiment spontanément, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, enfin, pendant que vous êtes en train de me regarder et de regarder les trucs qui sont derrière moi, en fait, votre cerveau a déjà tout capté et il sait exactement de quelle couleur sont les choses. Il l'a fait sans que vous ayez besoin de lui demander. Et donc, là, lui demander une double tâche qui demande d'inhiber une des tâches pour pouvoir faire la deuxième, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc, voilà, on n'est pas double tâche. Hein. Si, en fait, on est plein de double tâches, mais voyez un peu l'effet Stroop, ça fait partie des choses assez classiques qu'on fait en psycho. Ça fait partie des premières expériences qu'on fait en études de psycho. Alors, je vois s'il y a des questions. Oui, ça c'est perturbant de lire les mots d'une autre couleur. Ouais. Donc il y a plein d'autres expériences qui sont faites comme ça, hein, mais pour le coup, ça fait partie des expériences qui sont les plus faciles à réaliser, les plus faciles à se représenter, même en l'absence de support, puisque je ne peux pas forcément vous montrer des supports. Donc je me suis dit que ça, c'était au moins quelque chose dont on pouvait voilà. Ça permet juste de se rendre compte de comment fonctionne le cerveau et qui va vachement plus vite à aller connecter à la couleur qu'à aller lire l'étiquette du mot, en fait. Donc, dans les biais de jugement, vous allez voir qu'il y a des choses qui recoupent des notions que je vous dis depuis le début. Hein. Par exemple, le biais de confirmation. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Le fait que quand on pense quelque chose, on va avoir tendance à aller chercher dans l'environnement les éléments qui confirment ce qu'on pensait déjà. Même quand on a la bonne intention d'aller chercher des choses de manière très objective pour voir pour voir de manière objective et rationnelle si on a raison ou pas, et bien en fait, figurez-vous qu'on va avoir tendance à aller chercher ce qui vient valider et même à donner plus de crédit aux personnes qui disent la même chose que nous, plutôt qu'aux personnes qui ne disent pas la même chose que nous et qui ont des arguments contraires. Donc ça, c'est un biais de confirmation qui est lié justement à notre besoin d'être cohérent avec nous-mêmes et d'être rationnel avec nous-mêmes et d'être en paix avec nous-mêmes, on va dire. Et du coup, il faut un certain nombre d'éléments contraires ou une grosse valeur attribuée à la parole de l'autre pour pouvoir réussir à prendre l'argument de l'autre avec la même valeur que notre argument à nous. Alors, j'ai plus de mal à dire la couleur que je vois qu'à lire les mots. Oui, alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour qui la lecture est plus facile que la reconnaissance des couleurs, mais généralement, quand même, on est sur ça. Mais encore une fois, hein, ça dépend de l'expérience que tu as à faire. Mais tu vois bien qu'à un moment donné, il y a l'un ou l'autre qui a du mal à bugger, enfin qui bug un peu quand il y a les deux à faire. Donc vous voyez que le biais de confirmation, on est dans le champ des croyances autoréalisatrices. Moi, je les appelle comme ça dans ma façon de travailler. On parle de croyances autoréalisatrices. Et ça rejoint d'autres effets ou d'autres biais dont vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment l'effet de halo. C'est justement c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un environnement, déjà, le biais de confirmation, c'est d'aller chercher, de donner plus de crédit aux gens qui disent la même chose que vous qu'aux gens qui disent pas la même chose que vous. Et l'effet de halo, c'est d'aller chercher dans l'environnement les informations qui vont confirmer ce que vous pensez déjà. Donc vous voyez qu'on est sur des biais qui ne sont pas exactement
dans les faits, ils ne fonctionnent pas exactement la même chose, parce que d'un côté, on est sur le crédit qu'on donne aux gens, et puis dans l'autre, on est sur le fait de sélectionner des preuves, des indices qui vont dans notre sens ou qui ne vont pas dans notre sens, mais en fait, ça va bien ensemble, quoi. L'effet de halo et le biais de confirmation, d'ailleurs, très souvent, on les mélange un peu, et c'est pas forcément grave. Voilà, on sait qu'on parle de la même chose, c'est pas grave, d'accord? Donc, je regarde s'il y a d'autres biais qui parlent un peu de la même chose avant de passer à d'autres biais de jugement. Non, sur... ouais, celui-là. Non. Ok. On va parler sur d'autres types de biais de jugement. Donc là, vous avez vu qu'il y en avait par rapport... je vous ai parlé de l'effet Ikea, je vous ai parlé des biais de confirmation de l'effet de halo, je vous ai parlé de ces choses-là. Et il y a aussi une autre notion qu'on a déjà vue aussi dans les lives, je l'avais évoqué rapidement, c'est justement ce qu'on appelle l'attribution causale. C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous attribuez ce qui se passe à votre... est-ce que c'est de votre fait ou est-ce que c'est à cause de l'extérieur? C'est-à-dire, par exemple, si je trouve un billet de 100 euros, ça serait bien ça, 100 euros dehors quand je sors dans la rue, est-ce que je vais me dire que je suis chanceuse ou est-ce que je vais me dire que je suis vraiment hyper curieuse et hyper perspicace et je suis vraiment super maline d'avoir vu ce billet? Si je pense que je suis maline, ça veut dire que je m'attribue le mérite d'avoir trouvé ça, en fait. Et si, au contraire, je pense que je suis chanceuse ou que Dieu a mis ça sur ma route ou que, voilà, peu importe, en fait, là, j'attribue ça à quelqu'un d'autre, en fait, à une attribution externe. Si je dis que je l'ai trouvé parce que quelqu'un l'a laissé, dans ce cas-là, je suis encore sur une attribution externe, vous voyez? Et c'est exactement la même chose, en fait. On fait tous ça, on s'en rend même pas compte, mais en fait, dès qu'il arrive quelque chose, on a tendance soit à s'en attribuer la cause, soit à dire c'est l'extérieur. C'est moi ou c'est les autres. Mais on a toujours tendance à attribuer la logique ou l'initiative ou la cause de ce truc-là à quelqu'un, en fait. Par exemple, le coronavirus, il y en a qui ont dit, voilà, c'est la fatalité, c'est Dieu, c'est ceci, c'est cela. Bon, c'est rare qu'on se dise que c'est soi, mais quand on l'attrape, par exemple, imaginons, demain j'attrape le coronavirus, est-ce que je vais me dire, ah là là, le coronavirus, mais c'est pas possible, il attrape tout le monde, et puis même moi, voilà, mais moi j'avais rien demandé, c'est vraiment pas cool, voilà, j'ai vraiment pas de chance, Dieu m'en veut, machin, donc ce qui serait à l'extérieur, ou est-ce que je vais dire, ah là là, mais je suis vraiment pas prudente, je suis sortie comme ça, et je me suis lavé les mains que 43 fois avant de partir, et franchement, j'aurais pas dû toucher la barre du métro, ou j'aurais... Dans ce cas-là, on est en attribution interne. Vous voyez la différence? Et je vous garantis que comme ça n'a pas l'air très important comme ça, mais en thérapie, d'avoir quelqu'un qui attribue tout ce qui lui arrive à l'extérieur ou tout ce qui lui arrive à l'intérieur, ça change tout. C'est-à-dire que dans un cas, si j'attribue tout à l'extérieur, je vais avoir tendance à avoir une posture de victime, si vous vous souvenez du triangle de Cartman. C'est-à-dire que c'est le monde qui est méchant, c'est voilà, c'est de la faute de mes parents si aujourd'hui je m'en sors pas. Voilà, vous voyez ce genre de pensée-là qui est de l'attribution externe. Et si par contre je m'attribue tout, ça va être par exemple, je sais pas, si par exemple il y a une séparation, une rupture, là mais je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est de ma faute, j'étais pas assez bien, et puis j'avais pris du poids, et puis j'aurais peut-être pu faire plus d'efforts, et puis j'ai pas commencé ma thérapie assez tôt. Dans ce cas-là, on est dans une attribution interne. Vous voyez vraiment la différence? Je sais pas si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ce truc-là de causalité externe ou de causalité interne. En psychologie sociale, on l'utilise beaucoup parce que on l'utilise surtout en psychologie sociale de la santé, on l'utilise énormément, notamment par rapport aux phénomènes de santé. C'est-à-dire que est-ce que si quelqu'un justement tombe malade, une épidémie ou quoi, est-ce qu'il va attribuer ça à lui ou est-ce qu'il va attribuer ça aux autres? Parce que s'il l'attribue à lui, ça veut dire qu'il a un champ d'action par rapport à sa santé.
Par contre, si pour lui la santé c'est quelque chose qui relève finalement de la fatalité, qui relève du destin, qui relève de la chance ou de la malchance, et ben du coup, à la rigueur, ben, s'il est malchanceux, pourquoi, je sais pas, si par exemple quelqu'un est malchanceux, pourquoi il irait se brosser les dents pour éviter les caries? Vous voyez? Alors que s'il s'attribue à lui les conséquences d'actes, ben dans ce cas-là, il arrivera vraiment à bouger par rapport à ça. Donc ça permet vraiment de voir la marge de manœuvre de la personne et à quel point la personne est en maîtrise de sa vie ou au contraire, est-ce qu'elle prend la charge du monde sur ses épaules. C'est très souvent le cas pour les mamans, des fois, que j'ai en cabinet, qui sont en mode « Oui, mais mon fils, il est pas heureux. Voilà, je sais pas ce que... » Encore une fois, la même chose, hein, c'est toujours pareil. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, je m'en veux, j'aurais pas dû travailler autant. Voilà, mais, ouais, mais peut-être qu'il est... Déjà, peut-être qu'il est heureux, vous vous en rendez pas compte, et puis peut-être qu'il est pas heureux, mais qu'il en est responsable dans une certaine mesure, en fait. Enfin, vous voyez, peut-être qu'il y a d'autres choses extérieures qui sont en lien. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette histoire de externe, interne, qui est vraiment hyper importante. Si vous devez retenir un biais cognitif, celui-là, il me semble quand même vachement intéressant dans une démarche de développement personnel. Alors, il y a Émilie qui dit « Oui, ça me parle !» Il y a Audrey qui dit « Oui, ça me parle. Après, qu'est-ce qui est le mieux, interne ou externe ?» Ben, en fait, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Pour le coup, quand on est en interne, l'avantage, c'est qu'on va avoir on va avoir de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir de la marge de manœuvre qu'on va pouvoir mettre en place, mais en même temps, on peut avoir énormément de culpabilité et on peut aussi s'attribuer en interne des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, si par exemple je suis un joueur compulsif, le joueur compulsif, il pense que le fait que la machine donne ou pas, ça dépend de lui et de ce qu'il va faire, de ses rituels, de combien il va miser, voilà. Donc il va attribuer ça à sa cause à lui. Donc dans ce cas-là, ben, on sait que les machines elles sont configurées, donc finalement que vous mettiez une pièce ou une autre, des fois ça change pas grand-chose. Hein. Enfin, je vois ça de manière très mathématique. Voilà, moi ça, je suis pas du tout dans l'addiction au jeu de ce type-là, donc voilà, avec du recul, on voit toujours les choses un peu différemment. Donc, vous voyez que interne à cet endroit-là, c'est pas forcément une bonne stratégie. Par contre, externe à cet endroit-là, est-ce que c'est une bonne stratégie? Bah oui, si je l'attribue au mécanisme et à la mécanique de la machine, pas forcément si je l'attribue à la chance, à ma bonne étoile, à mon karma. Donc ça dépend vraiment des domaines en fait. Mais c'est juste d'avoir cette notion-là que en fait notre cerveau a besoin d'attribuer, parce qu'il a besoin de donner du sens et de la logique à ce qui nous arrive, il a besoin d'attribuer ça soit à soi, soit à des éléments extérieurs. Mais c'est exactement ce qui se passe encore une fois quand la plupart des patients viennent et me disent « Non mais moi je suis comme ça, mais c'est à cause de mes parents ». Ouais, bah alors dans ce cas-là, amenez-moi vos parents, je travaille sur eux, comme ça va vous faire changer vous, éventuellement. Mais on voit bien que ça dépend en fait du contexte. Encore une fois, quelles que soient les qualités et tout ça qu'on développe dans ces lives, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais dans l'absolu. C'est vraiment contextuel. Et c'est très important d'être vraiment dans le côté contextuel. Alors, il y a Hamdi qui dit externe égale fatalité, interne égale culpabilité. Oui. Oui. Bien résumé, Hamdi, j'aime les gens qui sont synthétiques. Très bien. Donc on est effectivement plus là-dessus. Dès qu'on parle de bonne étoile et de malchance, des fois, selon l'interprétation, on peut être sur des petites nuances par rapport à ça. Mais oui. Par exemple, je sais pas c'était quand. C'était cet après-midi, je donnais un cours en ligne et à un moment donné, je parle d'un élément sur lequel j'ai eu du mal à trouver de l'information. Je cherche de l'information en même temps que les stagiaires. Le truc bug. Et du coup, de suite, j'ai dit, ah bah voilà, c'est mon karma. Karma interne ou externe? Vous voyez que c'est pas si simple que ça, en fait. Hop, désolé, il y a des gens qui me parlent en même temps. Le problème de faire des lives sur Facebook, c'est qu'en fait, les gens parlent sur Facebook en même temps. Hop. Ok. Donc oui, Hamdi, externe fatalité, interne culpabilité. Mais tes parents sont en externe aussi. Voilà. Ok.
Donc, on a parlé de l'attribution causale. Ouais, celui-là, encore une fois, j'essaye de pas tous vous les donner parce que ça ferait beaucoup. L'effet d'ambiguïté, très simplement, c'est on est vraiment en lien avec les biais qui se mettent en place quand on n'a pas assez d'informations. C'est-à-dire que si vous êtes face à une situation qui est floue, qui est pas claire, qui est un peu vague, ça, vous allez avoir tendance à pas trop aimer. Et du coup, vous allez préférer, dès qu'il y a un truc qui est un peu flou, un peu vague, un peu nébuleux, et d'un coup quelque chose qui est très très limpide et très clair et très simple, hop, vous allez avoir tendance à focaliser votre attention sur ce truc-là, voire à choisir ce truc-là. En hypnose, on l'utilise, notamment quand on utilise le principe de confusion, c'est-à-dire que la confusion, on va essayer de mélanger, on va mélanger énormément de concepts, enfin bref, il y a plein de techniques qui permettent de créer un état de confusion, donc on est clairement dans du flou, et hop, après on va être sur une suggestion qu'on va essayer de passer en mode direct, qui va être un peu comme une porte de sortie pour que la personne s'accroche à ça et puisse plus facilement adhérer à cette idée-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir, enfin que les politiciens des fois utilisent, moi je l'observe, c'est-à-dire qu'ils sont un peu confus, ils font du langage vague et tout ça, et hop, d'un coup ils vont dire un truc super simple avec une injonction de ce que les gens doivent faire, et du coup les gens vont retenir que ça. Donc il y a vraiment cette... on est sur de la sélection d'informations en lien avec c'est flou et je comprends pas très bien, ou alors très clair, je comprends. Par exemple, si ouais, vous voyez un peu l'idée, il y a vraiment, pour un politicien, ça serait, voilà, il vous parle de chiffres, il vous parle avec du langage un peu technique que vous ne pouvez pas comprendre, et après ils vous disent, ok, bon, du coup, votez ça. Votez ça, ça je comprends. Donc ça passe mieux. Alors on est d'accord que ça ne se limite pas à ça, hein. Les gens ne sont pas si crédules que ça. Mais vous voyez un peu le mécanisme, en fait. Ok, donc ça c'est l'effet d'ambiguïté. L'aversion à la dépossession, ça c'est un mécanisme qui est intéressant, qui rejoint un peu l'effet Ikea dont on parlait tout à l'heure. C'est le fait que quand j'ai quelque chose, ça a plus de valeur que quand les autres l'ont. Par exemple, si vous n'avez pas d'iPhone, vous n'êtes jamais rentré dans la communauté Apple, c'est un truc qui ne vous parle pas. Du coup, vous pouvez même être en jugement par rapport aux gens qui consomment ce genre de produit. Vous pouvez dire que finalement, c'est pas si bien que ça, que ça coûte cher, que c'est un peu élitiste et pas très... voilà, vous pouvez associer plein de valeurs plutôt négatives. Et le jour où vous en avez un, du coup, ça devient le truc le plus intéressant du monde et ça va vraiment augmenter la valeur de la marque, du produit, donc voilà. Donc on est vraiment dans... On est encore quelque part dans un biais de confirmation, c'est-à-dire que une fois que vous avez quelque chose, vous allez essayer d'auto-valider votre choix. Et donc, un des moyens d'auto-valider son choix, c'est d'augmenter la valeur de son choix. Et donc forcément, en allant chercher dans l'environnement des éléments qui viennent donner de la valeur à ce choix. C'est ce qui fait cet après-midi, je parlais avec justement une étudiante, et on parlait des familles fusionnelles. Souvenez-vous, c'est pour ça que je vous dis, dans tous les lives, je parle des mêmes notions en fait qu'on croise un peu différemment. Mais je vous disais que dans les familles fusionnelles, même si elles dysfonctionnent, même si elles ont un fonctionnement totalement dysfonctionnel, elles vont avoir tendance à faire en sorte que les personnes ne sortent pas du milieu. Elles vont essayer de garder la famille comme ça, unie même autour de problématiques de type alcool, violence, voilà. Surtout la violence, en général, une communication qui est très 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 violente et qui fait énormément de mal, mais ça soude, vous voyez. Et du coup, dès qu'une personne va vouloir changer, ou alors par exemple sur une famille fusionnelle qui aurait une tradition d'un métier par exemple, je sais pas, c'est une famille où ils sont menuisiers de père en fils, ils se transmettent un peu le truc comme ça, il y a la famille et puis il y a le reste du monde, et en fait dès qu'il y en a un qui va essayer de changer de métier ou de voie ou qui va vouloir faire, je sais pas, rappeur ou peu importe, en fait on va discréditer facilement ce truc là, on va augmenter la valeur de ce truc là pour justement ramener la personne là-dedans pour pouvoir valider le fait que ce choix-là est vraiment le meilleur. Donc on est vraiment dans quelque chose comme ça, dans la version à la dépossession, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, une fois qu'on a quelque chose, on ne veut pas qu'on nous l'enlève, donc en fait on augmente la valeur de ce truc-là. Voyez ce que je veux dire ou pas? Dites-moi si c'est pas clair, s'il y a des choses qui
qui vous semble un peu différente. Donc il y avait quelqu'un l'autre jour, je ne sais plus qui c'était. Est-ce que c'était pas toi, Amdi? Je ne sais plus. Qui avait parlé de l'effet Dunning-Kruger. Alors, ça, je ne l'ai pas étudié à la fac. L'effet Dunning-Kruger, c'est, du coup, je l'ai réétudié là pour préparer le live. C'est un effet qu'on trouve énormément chez les étudiants, mais qu'on trouve aussi dans le milieu de l'entreprise, qu'on trouve aussi dans la population lambda. C'est le fait que les meilleurs se sous-estiment et que les mauvais se surestiment. Ça, c'est vraiment quelque chose où on peut voir de la médiocrité qui se valorise et des gens, des génies, qui n'ont pas du tout confiance en eux et qui se sous-estiment. Donc ça, c'est vraiment un effet qu'on retrouve, on le retrouve beaucoup là, justement, avec les notions de YouTube, voilà, on est beaucoup dans le rapport à l'estime de soi, plus qu'à la confiance en soi d'ailleurs, à l'estime de soi. Et du coup, il y a des fois ce truc-là de, on voit qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément un haut niveau de compétence et pour autant, ils se surestiment. Ils ont des grands projets et des gens qui sont vraiment géniaux et qui n'osent pas en fait se lancer. Donc Audrey, toi ça te parle, hein, l'effet Dunning-Kruger. Ok. Alors hop. Désolée, je vais rebrancher mon téléphone, sinon ça va couper. Je vais essayer de faire une intervention rapide et efficace. Hop, dites-moi si vous m'entendez encore, une fois que le... Parce que la dernière fois ça avait coupé le son, le fait que je branche. Dites-moi si vous m'entendez encore. Je vais vérifier aussi sur mon ordinateur, ça sera aussi simple. Ok. Alors, hop. Alors, dites-moi si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez toujours? Ça n'a pas coupé le son. Hop, dites-moi si vous... Ok, a priori le son est encore là. Désolée, il y a toujours un décalage entre le son et l'image. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans le biais de confirmation, il y a aussi un gros rapport aux croyances. Et bien évidemment, vos croyances créent en fait des biais cognitifs de confirmation, notamment les croyances. Alors ça m'a toujours fait... c'est marrant parce que quand j'ai préparé le live, du coup je suis retombée sur toute une liste de biais cognitifs. Et je suis retombée sur ce biais cognitif et je me suis souvenu qu'à l'époque déjà je trouvais ça étrange de le mettre dans les biais en fait. C'est le fait de croire en un monde juste. Donc le fait de croire dans un monde juste a été identifié comme un biais cognitif. Du coup, voilà, le croire en un monde juste, c'est avoir la croyance que les choses arrivent de raison, que c'est toujours justifié. Et du coup, en fait, alors c'est un biais dans le sens où c'est un peu rapide. Du coup, on n'enclenche pas forcément la recherche de l'injustice quand on a cette croyance du monde juste. Moi, là où ça me fait toujours... ça m'étonne toujours de mettre ça dans la liste des biais cognitifs, c'est dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre la croyance dans un monde injuste? Parce que l'effet Calimero, je vais l'appeler comme ça, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça, en tout cas le côté Calimero de c'est trop injuste, le monde est vraiment trop injuste, dans ce cas-là il devrait y figurer aussi. Donc pourquoi la croyance en un monde juste serait plus un biais que la croyance dans un monde injuste? Pour moi, on est vraiment dans le champ des croyances, dans tous les cas. Et vos croyances, oui, sont un biais, puisque le principe d'une croyance, c'est de simplifier les choses pour pouvoir avoir des repères, pour pouvoir penser les choses plus vite. Donc, bien évidemment, vos croyances sont des guides, des repères, et du coup, ferment votre possibilité de penser. Par exemple, si vous êtes très croyant et que vous avez des grosses croyances religieuses, bien évidemment, ça guide votre façon d'être, ça guide votre pensée, ça guide votre raisonnement, ça guide votre logique. C'est un peu le but, en fait. D'ailleurs, les gens le disent, hein, ils disent, je cherche un guide, et hop, ils vont aller vers les guides spirituels, ils vont aller vers la religion, ils vont aller... Parce que ça a cette fonction vraiment de guide, en fait, ça permet de... Mais du coup, une fois qu'on a un guide, eh ben, en fait, on a moins de possibilités, grâce à la myélinisation des axones des neurones, si vous vous souvenez de la semaine dernière, mais en tout cas, on a moins de possibilités de s'écarter de ce chemin-là, en fait. Donc, ayez vraiment ce côté critique et pragmatique par rapport à tout ça. Quand on vous dit que telle croyance, c'est un biais cognitif, dites-vous que l'inverse est forcément un biais cognitif aussi, puisque ça reste une croyance. Si on vous dit que, je sais pas, peu importe, prenez n'importe quelle croyance, l'inverse, qui est une croyance aussi, est forcément un biais aussi.
Alors, il y a Émilie qui dit « Oui, moi aussi ça m'étonne, ça voudrait dire qu'il ne peut pas y avoir de monde juste. » En fait, dans tous les cas, qu'il soit juste ou injuste ou entre les deux, ça reste une croyance en fait. Donc, un biais, par principe. Tout ce que tu crois est un biais. Y compris ce que je viens de dire, parce que j'y crois fortement, et du coup c'est un biais. Ça guide, ça m'empêche en fait de croire autre chose de manière facilitée. Ça priorise mon système de logique et mon système de croyance. Donc forcément, c'est biaisé. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes de connexion ou pas dites-moi hein, si vous avez des problèmes de connexion. Le fait de justement, quand on parle des croyances, pour les étudiants, il y a un effet qui peut intervenir parfois, c'est l'illusion de savoir. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un cours et que vous avez l'illusion de tout savoir sur ce domaine, et ben en fait, ça va vous empêcher d'absorber en fait et d'être vraiment attentif et d'être vraiment au top de votre forme pour pouvoir prendre le cours et en apprendre quelque chose. L'illusion de savoir est vraiment un biais qui ferme les écoutilles, qui ferme les possibilités de savoir. Donc des fois, il vaut mieux arriver en page blanche en disant voilà, je ne sais rien. Partons du principe que je ne sais rien et à partir de là, on peut apprendre mieux. Voilà. Et moi, c'est vrai que quand j'ai fait ma formation en hypnose notamment, donc j'avais déjà tout un bagage de psycho. Et il m'a fallu quand même un certain travail sur moi pour justement travailler justement le fait d'arriver en mode page blanche. Je n'y suis pas arrivée totalement, hein, parce que 5 ans d'études quand même, j'allais pas tout effacer du jour au lendemain. Mais en tout cas, d'arriver avec une intention en mode page blanche pour pouvoir apprendre de manière plus efficace, en tout cas de pouvoir au moins avoir un niveau d'attention qui me permet d'apprendre correctement. Alors bien évidemment, si vous vous souvenez de mon live de la semaine dernière, on apprend en collant à des connaissances qu'on a déjà. Donc forcément, c'est venu se coller quand même à des connaissances que j'avais déjà et faire du lien avec des connaissances que j'avais déjà. Donc je ne suis pas totalement en page blanche quand même. Mais dans l'intention, je me suis empêchée en fait quelque part de réfléchir avec mon autre grille de lecture que la grille de lecture de l'hypnose pour pouvoir développer ma grille de lecture de l'hypnose. Sinon on n'y arrive pas en fait. Ça demande trop d'efforts de travailler sur deux grilles en même temps. Donc, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de la version A des possessions. L'ancrage mental. Ah oui, l'ancrage mental, je vous en ai parlé aussi. C'est un biais qui est très fort, notamment quand il s'agit par exemple des entretiens d'embauche. L'ancrage mental, c'est ce qui fait que quand vous avez créé une première impression, c'est hyper difficile de revenir dessus. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand vous avez un ancrage émotionnel relié à quelque chose ou à quelqu'un, et bien en fait pour revenir dessus, on a tendance, pareil par biais de confirmation, à toujours valider ça. C'est-à-dire que si un jour vous avez une mauvaise expérience avec, je sais pas, vous avez un accident de voiture avec quelqu'un et que vous recroisez cette personne-là après, même si c'est votre patron, même si c'est finalement le pote d'un pote, et ben vous allez avoir tendance à avoir quand même une petite dent contre lui parce qu'il a embouti votre voiture ou qu'il vous a insulté ou peu importe. C'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête. On a toute une somme d'ancrage émotionnel, c'est de l'apprentissage encore une fois. Hein. On a des apprentissages qui sont là et qui vont biaiser forcément notre nouvelle appréciation de la réalité. Ça va, vous êtes toujours là? Ouais. Ok. Alors, est-ce que j'ai fini avec les biais du jugement? Encore une fois, le but, c'est pas forcément de tout faire. Ah oui, celui-là, je l'aime bien aussi. Le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif, c'est ce qui fait qu'il vous arrive quelque chose, vous n'y avez pas du tout pensé avant, mais vous allez avoir ce truc-là de dire « je le savais depuis le début ». Je le savais, je le sentais, donc il y a une relecture et un recalcul de tout votre cheminement de pensée pour vous faire croire que dès le début, vous pensiez déjà que la conséquence allait arriver. C'est ce qui se passe notamment avec les histoires de jeux d'argent, justement les addictions au jeu. Voilà, je savais qu'il fallait pas que je joue sur cette machine. Bah si tu le savais, pourquoi tu l'as fait, en fait? Si vraiment la personne le savait. Vraiment. Donc il y a vraiment ce truc-là qui va être hyper important à avoir, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit oui, c'est ce que j'avais dit, non?
Ouais, je le savais que ça allait se passer comme ça. Dites-vous, c'est juste c'est son cerveau qui essaye de se rassurer sur le fait qu'il maîtrise la réalité, en fait, qu'il maîtrise l'environnement. C'est juste une tentative pour se rassurer. Donc tout va bien. Et dernier biais de jugement, et après je passe à d'autres types de biais, le biais de jugement, le biais de présentéisme. Ça, c'est intéressant pour vous en tant qu'étudiant parce qu'il y a des étudiants qui se disent bah, de toute façon, au final, c'est pas grave que j'aille en cours ou pas. Eh bien, le biais de présentéisme, qui dans ce cas-là particulier que je viens de vous donner, est lié aussi à l'ancrage. Et bah, du coup, ça fait que bah, si un prof vous a jamais vu et qu'il vous voit arriver, bah, ça va jouer en votre défaveur. Alors, le biais de présentéisme, c'est le fait de valider plus les gens qui sont là ou les éléments qui sont là que les éléments qui ne sont pas là. Ça, c'est vraiment quelque chose. Si par exemple, vous devez choisir entre je sais pas, vous êtes au magasin et le professionnel vous propose, je sais pas, 3 montres et il vous parle d'une montre qui est d'une qualité supérieure mais qui n'est pas là. Et ben vous allez quand même avoir tendance à juger que celles qui sont là, elles sont suffisantes, ou en tout cas à choisir une qui est là plutôt qu'une qui n'est pas là. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est le biais de présentéisme. Ok, c'est bon pour l'instant. Alors, ça m'arrive tellement, pas en jeu par contre, avec le côté je le savais depuis le début, mais c'est rassurant. En fait, c'est juste que tu essaies de te rassurer en te donnant l'impression que tu maîtrisais la réalité, en fait. Mais c'est pas grave, Émilie, c'est pas grave. C'est comme les gens qui disent oui, je te l'avais bien dit, sauf qu'en fait ils nous ont dit ça, plus ils nous ont dit plein d'autres opportunités, plein de trucs, ils ont balayé tout le champ des possibles, et il arrive un truc qu'ils ont dit dans tout le champ des possibles, et ils disent, ah bah voilà, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que ton mec il allait te plaquer. Oui, mais tu m'as dit aussi qu'on allait se marier, avoir des enfants, tu m'avais dit que. Donc vous voyez que c'est vraiment. C'est un biais qui permet juste de. Voilà, les gens qui utilisent ce biais-là, généralement, sont des gens plutôt en mode anxieux et qui ont besoin de contrôler la réalité, qui ont besoin de se rassurer. Donc c'est pas grave, on leur en veut pas. C'est un peu relou des fois, mais on leur en veut pas. Ok. Donc ça, je l'ai dit, ça, j'ai dit, ça, j'ai dit. On avance bien, donc. Les biais de raisonnement. Donc, tout à l'heure, je crois que c'était Émilie ou c'était Audrey? Je crois que c'était Audrey qui parlait des biais de raisonnement. Donc on y arrive. Tu vois, on a parlé des biais sensoriels, des biais, voilà. Donc là, on arrive au biais de raisonnement. Donc c'est vraiment comment raisonne mon cerveau, comment mon cerveau fait pour que les choses soient logiques. Vraiment, pour que... Voilà. Donc, bien évidemment, le premier qui vient à l'esprit et qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la perception sélective. C'est-à-dire qu'il va sélectionner dans l'environnement que ce qui l'intéresse pour faire que ça soit logique. Donc, on rejoint bien évidemment plusieurs biais. Le biais de confirmation, l'effet de halo. Voilà. On rejoint vraiment des choses qu'on a déjà vues, mais qui sont liées à des biais qui sont liés cette fois-ci au raisonnement, parce qu'on voit bien que ça a un effet dans les deux. Le biais de disponibilité, on est un peu sur la même chose que le biais de présentéisme, c'est-à-dire que si c'est disponible, si c'est disponible, et ben, du coup, ça semble logique en fait. Il y a une histoire de logique autour de la disponibilité. Le biais de confirmation d'hypothèse, ben, c'est ce qu'on a dit aussi, donc on voit qu'on les rejoint quand même. L'illusion des séries, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que par exemple, un jour, vous vous levez un matin et je sais pas, vous cassez la figure dans l'escalier. Ah, ça fait mal quand même. Vous cassez la figure, mais pas dans l'escalier, par terre, normal. Vous voyez? Et ce jour-là, voilà. Ce jour-là, ben, vous allez aussi avoir un accident de voiture. 2 éléments. Juste 2 éléments. Le reste de la journée se passe particulièrement bien. Mais vous avez quand même ce truc-là qui fait que vous pouvez avoir vous pouvez vraiment généraliser le truc en disant ah là, j'ai passé une journée pourrie et il y a vraiment eu trop de choses qui se sont passées. Vraiment, ça n'arrive qu'à moi. Vous voyez le petit côté Calimero. Et donc il peut y avoir une illusion des séries comme ça. Oui, ça ne fait que se reproduire. Par exemple, j'avais une étudiante, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je mélange les jours. Mais on parlait des relations et
elle avait du coup eu 2 relations avant où c'était lui qui était parti. Donc c'était à chaque fois l'homme qui était parti, son chéri qui était parti. Et elle me dit, bah, du coup, j'ai peur que ça se reproduise. Oui, en même temps, ce n'est arrivé que 2 fois. À partir de 2, on ne peut pas faire une série, en fait. 2, c'est pas une série. Vous le savez parce que vous avez beaucoup regardé Netflix pendant le confinement. Une série, c'est pas que 2, en fait. Il y a des mini-séries, mais il n'y a pas que 2 épisodes en général. Donc il y a vraiment cette notion de l'illusion de série, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose et quand il se passe une autre chose pour lesquelles on pourrait faire un lien, et ben on a tendance à imaginer qu'il va y avoir d'autres choses de la même nature. C'est le cas notamment si on a loupé un examen. Ben voilà, j'ai loupé un examen et celui-là j'ai pas trop réussi, du coup j'ai peur de mal réussir les autres. Vous voyez, on est vraiment dans l'illusion des séries. Quand il s'agit de choses comme ça, on est plutôt sur des choses négatives, en fait. Ou des choses positives. Ça marche aussi, ça dépend si vous êtes positive ou négative. Alors, Émilie nous dit, c'est des pressentiments, mais aussi des croyances. Bah oui, tout à fait. En tout cas, il y a eu un petit bug. Ah, désolé pour les bugs, s'il y a des bugs. Comme quand on dit jamais 203. Mais c'est exactement ça. Jamais 203. Mais combien de fois dans votre vie, il y a eu 2, il n'y a pas eu 3? Je sais pas, il y a plein de gens qui se sont arrêtés à 2 enfants, par exemple. Bon, moi, j'en ai 4. Donc, j'ai fait même jamais 304. Et ne me dites pas jamais 405. Faut pas exagérer non plus. Mais en tout cas, effectivement, le côté, les séries, il y a cette notion, cette illusion, en fait, de récurrence. Encore une fois, souvenez-vous que votre cerveau, il marche à l'économie d'énergie et du coup, il aime bien tout ce qui est récurrent, en fait. Donc, dès qu'il y a 2 éléments qu'il peut mettre dans la même série, il va imaginer, déjà, il va faire préexister la possibilité d'une récurrence de manière à perdre moins de temps si ça se reproduit une 3e fois. Donc, on est encore une fois tout à fait dans le fonctionnement du cerveau et dans comment le cerveau fonctionne, comment la pensée pense pour être opérationnel. Donc encore une fois, les biais cognitifs, on peut leur reprocher plein de choses, mais ça permet d'être opérationnel la plupart du temps, en fait. Top. Dans les biais de raisonnement, bah, il y a aussi imaginer des corrélations entre des éléments, on en avait déjà parlé. Par exemple, je sais pas, un matin je me lève, il pleut et j'ai un accident de voiture. Et bah du coup, je vais faire un lien entre la pluie et les accidents de voiture. Et du coup, je peux avoir cette idée que dès qu'il y a les 2 en même temps, bah, du coup, ça va marcher. Et il y a une patiente qui m'avait sorti quelque chose avec un lien, je crois que c'était aujourd'hui, où il y avait cette notion de... Alors attendez, il faut que je m'en souvienne. Oui, bah justement, on était sur la réussite. Elle me dit, bah du coup, si je rate mon examen, du coup, j'aurai pas mon année. Bon, à la rigueur, on pourrait se dire, là, il y a un petit lien, éventuellement, léger, parce qu'il faudrait voir avec les 2 autres notes, mais et si j'ai pas mon année, je pourrais pas être heureuse, ou je pourrais pas subvenir aux besoins de ma famille. Bah, en fait, il y a plein d'autres moyens d'y arriver, en fait. Enfin, vous avez vécu le live sur la réussite. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont raté leurs études et qui, pour autant, s'en sortent très bien par la suite. Et c'est OK, en fait. Et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Donc, le fait d'imaginer des relations entre des éléments, c'est un biais aussi. On est encore une fois, cette fois-ci, dans le fait de donner du sens aux choses. Donc on est encore sur soit un manque d'information, soit le fait de rendre les choses logiques, mais des fois de manière un peu abusive en fait. Donc le biais de réduction de la dissonance cognitive, c'est par exemple si vous avez 2 choses qui ne vont pas du tout ensemble, et en fait votre cerveau va essayer de les rendre logiques. Par exemple, je suis un scientifique et je suis très croyant. J'ai grandi dans la religion, peu importe laquelle. Hein, je crois que toutes les religions par rapport à ce point-là sont un petit peu sur le même, sur la même genèse du monde. Par exemple, si je pars sur la genèse du monde, ben voilà, selon les croyances, ça serait Dieu ou peu importe qui aurait créé le monde. Sauf que quand je suis un scientifique aussi, ben du coup j'ai un certain nombre de croyances qui vont pas en lien avec ça. Et du coup, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ma pensée qui sous-tend
une hypothèse et l'autre pensée qui sous-tend une autre hypothèse. Et du coup, très souvent, on va avoir de la réduction de la dissonance cognitive avec des sortes de parallèles, des histoires, des espèces de liens qui peuvent se faire pour rendre ça un peu logique. Alors ça tient ou ça tient pas, ça dépend. Et on a exactement ça quand par exemple on croit au Père Noël quand on est petit, et puis d'un coup je sais pas, on va dans la chambre de ses parents mi-novembre, voilà, ou mi-décembre, et on trouve tous les cadeaux dans l'armoire des parents. Et là, il y a dissonance cognitive quand même, parce que les cadeaux, ils sont pas censés être là. En fait, si la théorie du Père Noël est vraie, concrètement, que font ces cadeaux-là? Et du coup, là, il va y avoir tout un aménagement des croyances, des perceptions, de la narration autour de ce qu'on est en train de vivre pour rendre ça logique. Bah, il va y avoir, par exemple, il les a peut-être déposés là parce qu'il n'aura pas le temps, le 24 décembre. Ou alors, c'est peut-être des cadeaux pour mon anniversaire qu'en juillet, en fait, très en avance. Ou alors, ça va être des choses du genre, ah bah du coup, ouais, vu qu'il aura pas le temps, il a demandé à mes parents de l'acheter. Ouais, ça passe. Vous voyez, et le but, c'est de réduire suffisamment l'écart entre les éléments qui sont en dissonance pour que finalement ça passe. Il y a vraiment cette notion-là. Donc une espèce d'aménagement, une espèce de négociation plus ou moins habile pour essayer de réduire les choses. C'est la même chose que quand on a des gens qui pensent que ils font partie des familles de vainqueurs, mais que eux ils sont nuls. Bah oui, mais en même temps, si tu as des gènes de vainqueur, comment tu fais pour être nul? Et donc à un moment donné, il y a un aménagement du style oui, mais je suis nul, mais parce que moi, j'ai pas, je sais pas, j'ai pas la flamme, ou alors il y a eu un problème pendant la grossesse, ou alors, ouais. Vous voyez, ils vont essayer d'aménager le truc pour que finalement ça soit logique quand même. Ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on a aussi déjà vu dans les lives, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que plus vous essayez de ne pas penser à quelque chose, plus cette pensée-là devient présente dans votre vie. C'est vraiment, c'est moi ce que j'appelle l'effet ravin. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de pédaler, si vous voulez absolument éviter d'aller dans le ravin et que vous y pensez très très fort, bah vous avez tendance du coup à focaliser votre attention sur le ravin et du coup à y aller. Et ben c'est exactement la même chose qu'avec avec les pensées qu'on voudrait oublier. L'autre jour, Patty, je pense, parlait de choses qu'elle voudrait oublier. En fait, plus tu essayes de les oublier et plus en fait tu leur donnes de place en fait dans ta vie. Donc il y a vraiment ce truc-là qu'on appelle l'effet rebond ou l'effet stressant aussi. Et il y a vraiment ce truc-là de ça sert à rien d'essayer d'oublier de manière artificielle ou forcée. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que plus on focalise sur quelque chose, plus du coup ça myélinise autour du lien avec ce truc-là. Donc c'est pas la bonne stratégie. Donc ça c'est l'effet rebond. Encore 2 biais. Et puis après, si vous avez des questions, écoutez, je serai là pour vous. Donc il y a un biais qui est intéressant aussi et qu'on a pas mal vu, c'est le biais du survivant. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, un crash d'avion et il y a un seul survivant et le survivant est marseillais par exemple, et ben on va dire ben voilà, les Marseillais sont plus résistants que les autres. Vous voyez qu'il y a une petite distorsion de la réalité, parce qu'en fait on utilise une des caractéristiques du survivant pour évoquer la qualité de la population. Sauf qu'en fait, dans l'avion, il y a aussi des Marseillais qui sont peut-être morts, en fait. C'est horrible de parler de ça. Mais vous voyez qu'il y a vraiment l'effet, le biais du survivant, c'est quelque chose... Là, je l'ai utilisé avec des Marseillais parce que c'est un peu moins, on va dire, polémique comme thématique. Mais très souvent, quand on parle du biais du survivant, on parle très souvent plutôt de religion ou plutôt de catégories raciales ou des choses comme ça. Donc quand on parle du biais du survivant, on parle plus de ça. Mais voilà, ça marche avec toutes les catégories. C'est de réduire en fait une personne qui a survécu pour une raison, on ne sait pas. Et là pour le coup, vous voyez qu'on attribue ça à une causalité interne et externe en même temps, puisque c'est une qualité d'être Marseillais, alors que la personne, ça se trouve, elle est née à Paris et elle a vécu juste un an à Marseille avant de prendre l'avion.
En fait, vous voyez, donc, vous voyez, c'est une façon de rendre les choses logiques pour servir une croyance qu'on a déjà. Donc ça brasse plusieurs biais. Et, et on est dans un biais de confirmation, encore une fois. Et puis il y a le biais de représentativité, on est un peu sur la même chose qu'avec le biais du survivant. C'est par exemple, il se passe quelque chose avec un élément, et en fait on va considérer que du coup c'est représentatif de tous les éléments de la catégorie. Par exemple, je sais pas, il y a... je sais pas, si je suis en couple et que mon homme me ment, bah, du coup tous les hommes sont des menteurs. Biais de représentativité. C'est un homme, donc il représente tous les hommes de la Terre, en fait. Mais juste les hommes, hein, il aurait pu être sur la catégorie être humain, mais non, en fait, que les hommes. Donc il y a vraiment ce biais-là aussi qui vient assez souvent, même en thérapie, avec les catégories hommes-femmes, très souvent, avec les catégories parents, avec les catégories enfants, voilà, avec des catégories de culture aussi. Voilà, il se passe un truc avec une personne, avec deux personnes, et puis on va avoir tendance à généraliser. C'est pour ça que dans la sélection que je vous ai faite là, on ne parle pas des biais que moi j'évoque le plus, à savoir la généralisation. Mais vous voyez qu'à plein de moments, en fait, il s'agit du principe de généralisation, très souvent, ou de réduction de l'information. Voilà, on réduit la personne à une caractéristique, ou alors on généralise, on prend un élément qui s'est passé une fois et on l'applique à tous les éléments qui peuvent être du même acabit. Et encore une fois, tout ça, on le fait quasiment tout le temps, de manière à avoir l'impression en fait de perdre moins de temps, en fait, moins d'énergie dans le traitement de l'information. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire là, au biais cognitif? Donc encore une fois, il y en avait beaucoup, il y en aurait encore beaucoup à vous dire. Donc en fait, en gros, les biais cognitifs, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est pas les grands là, c'est les tout petits là. Toutes les petites lignes, ce sont des biais cognitifs. Donc autant vous dire qu'il y en a quand même pas mal. Vous voyez, et puis vous pourriez en inventer d'autres. Voilà, par exemple, moi, je parle de l'effet Calimero, de l'effet Ravin. C'est que des métaphores pour parler en fait de ce qui... Ah oui, j'ai oublié de vous parler des deux derniers dont je voulais vous parler. C'est des biais qui sont liés avec la personnalité. Par exemple, le biais de positivisme ou de négativisme. Parce qu'ils mettent le biais de positivisme comme si être négatif c'était normal. Mais dès qu'on est sur des fonctionnements de pensée, du coup ça crée un biais. Donc on rejoint le comment la pensée pense. Dès que vous êtes trop positif et que vous avez tendance à généraliser ce processus-là, et bien du coup ça biaise votre accès à la réalité et ça peut même vous mettre en danger en fait. Parce que si vous pensez que vous pouvez marcher sur un fil entre deux immeubles sans protection parce que c'est bon, ça va le faire, parce que vous êtes hyper positif, ben, ça peut vous mettre en danger par exemple. Le biais de négativité aussi pourrait être dangereux parce que du coup on n'oserait plus rien faire en fait, ou on pourrait devenir agressif du coup si on voit des menaces potentielles un peu partout. Donc vous voyez que tous vos mécanismes de fonctionnement peuvent être biaisants pour votre perception de la réalité et la mise en place de comportements dans cette réalité. Ok, est-ce que vous avez des questions? Désolée, j'ai plus de voix. Par rapport, si vous n'avez pas de questions, je vais vous annoncer le thème de demain. Demain, on parlera un peu de la même chose. Aujourd'hui, on a parlé vraiment de comment votre cerveau vous ment et vous manipule pour vous permettre de ne pas trop changer. Ou en tout cas, de ne pas vous retrouver dans des situations qui vous demanderaient trop de créativité et trop d'adaptation. Et demain, on parlera du coup, donc là on a parlé de comment votre cerveau vous ment, et demain on parlera du mensonge, donc c'est comment vous mentez aux autres. Est-ce que vous êtes totalement honnête? Répondez bien à cette question. Est-ce que vous êtes totalement honnête et comment détecter le mensonge chez les gens? Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. Voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée s'il n'y a pas de questions. Je vais rester encore là quelques minutes, mais voilà, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à juste penser à vos biais cognitifs, à ceux qui vous parlent le plus, à ceux que vous avez déjà remarqués dans vos fonctionnements, et à identifier aussi ceux des autres, parce que des fois on identifie plus facilement ceux des autres que les siens.
Je crois d'ailleurs que c'est un biais aussi qui s'appelle l'effet... Je sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un biais aussi de ne pas, pas avoir la capacité de pouvoir observer ses propres biais de fonctionnement. Voilà, donc demain on parlera du mensonge. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Moi je vais aller prendre du miel et aller me coucher. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à demain. Ciao, ciao.